Je m'appelle Jake Aragon. Je ne suis ni détective, ni policier, ni agent du gouvernement. Ce que je fais ne figure dans aucun catalogue de métier. Le jour, je tiens un petit magasin d'antiquités à la périphérie de Millfield, une ville trop petite pour être indiquée sur des cartes routières. La nuit, ou lorsque je reçois certains appels téléphoniques, je chasse. Pas des animaux, pas les gens. Je chasse ce que la plupart des gens préfèrent croire n'existe pas. Jay 34. Hans et Jay assez de cicatrices pour raconter des histoires pendant des semaines. Certaines sont visibles, comme la marque à 3 griffes qui va de mon île gauche à ma mâchoire. D'autres sont invisibles, stockées dans des cauchemars qui me visitent les nuits de pleine lune. Mon appartement est un arsenal déguisé des balles, en argent dans les tiroirs de la cuisine, des piquets en bois sous le canapé, de l'eau bénite dans les arroseurs d'urgence et du sel sur chaque cadre de porte et de fenêtre. C'est par un jeudi d'automne nuageux que le téléphone a sonné. Jay reconnut le numéro. Mike Donovan, délégué local et l'un des rares à savoir vraiment ce que je fais. Au ton de sa voix au téléphone, Jay immédiatement sut que quelque chose n'allait pas. C'était ce ton spécifique que j'utilisais lorsque quelque chose ne correspondait pas aux rapports officiels, lorsqu'il y avait un corps avec des marques inexpliquées ou lorsque des personnes commençaient à disparaître sans raison. Le ton qui signifiait qu'il avait besoin de moi. Le fils de son partenaire a fréquenté l'école primaire de Millfield. La veille, pendant la récréation, un garçon nommé Timothy avait raconté à ses camarades de classe quelque chose d'inquiétant à propos de son père. Il a dit que ses yeux avaient changé. Pas seulement l'expression, ou l'éclat, littéralement, ont changé. Timothy a décrit comment les yeux de son père étaient redevenus jaunes avec une pupille verticale, comme celle d'un chat pendant un bref instant pendant le dîner. Bien sûr, personne n'y croyait. Les enfants ont une imagination fertile. Mais nous savions tous les deux mieux. Dans mon domaine de travail, les histoires pour enfants contiennent souvent plus de vérité que les récits pour adultes. L'esprit de l'enfant n'a pas encore construit toutes les barrières qui nous empêchent de voir ce qui existe réellement. Mike m'a donné l'adresse de la famille, une maison de ville située dans le quartier résidentiel près des bois entourant Millfield. Nom du père Gerald Winters, comptable. Père célibataire depuis que sa femme est décédée dans un accident de voiture il y a 3 ans. Aucun incident policier, citoyen modèle. Mais cela ne veut jamais rien dire dans mon travail. Les créatures que je chasse sont passées maîtres dans l'art de se fondre dans la masse et de paraître normales. Parfois même plus normales que la normale. Je suis rentré chez moi pour me préparer. Je portais mon costume noir, celui que je porte lorsque Jay besoin d'apparaître comme une figure d'autorité. Jay mit mon faux badge dans ma poche intérieure, une réplique parfaite du badge de la police d'État. Jay sortit ma mallette spéciale à l'intérieur, un couteau en argent pur, de l'eau bénite dans une fiole qui ressembla à une bouteille d'eau ordinaire, un petit miroir à main et une bouteille de poudre à base d'herbes séchées qui permet de révéler certaines créatures. Finalement, Jay mit ma baguette argent à mon annulaire droit, une astuce que Jay a appris à utiliser au fil des années. Silver réagit avec diverses créatures surnaturelles, certaines plus violemment que d'autres. Le ciel était déjà sombre quand je suis arrivé chez les Winters. C'était un bâtiment commun, bien entretenu, avec des jouets éparpillés dans la cour avant. Rien d'inhabituel à première vue, mais mon instinct était en alerte. 16 années de chasse aux créatures des ténèbres m'ont appris à sentir quand quelque chose ne va pas, même lorsqu'il n'y a aucun signe visible. Jay ajustait ma cravate. Je me suis assuré que la bague en argent était bien visible et j'ai sonné à la porte. Jay entendit des pas s'approcher de la porte. Jay prit une profonde inspiration. Si mes soupçons étaient exacts, j'étais sur le point d'affronter l'une des créatures les plus dangereuses et les plus rares que Jay jamais affronté, un changeur de peau. Créatures ancestrales qui peuvent prendre la forme et les souvenirs de n'importe qui. De parfaits prédateurs. Des infiltrateurs. Parfait. La porte s'ouvrit et il était là. Gerald Winters, ou du moins quelque chose qui porte sa peau. Grand, mince, cheveux bruns bien peignés, lunettes à monture fine, un sourire poli sur les lèvres. Yeux marron foncé parfaitement normaux. Il m'a regardé de haut en bas avec une expression légèrement confuse, comme le ferait n'importe quel citoyen ordinaire lorsqu'il reçoit la visite inattendue d'un prétendu policier. Je me suis présenté comme un détective de la division des crimes spéciaux, en montrant rapidement mon faux badge. Jay inventait l'histoire d'une enquête de routine concernant des rapports étranges dans le quartier. Jay tendit la main droite en guise de salutation, la baguette argent brillant dans la lumière du porche. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Pendant une fraction de seconde, lorsque sa main toucha la mienne, quelque chose changea sur son visage.
Ce n'était pas dans les yeux, comme le garçon l'avait décrit. C'était un tremblement, presque imperceptible, de la peau autour des lèvres. Comme une ondulation dans une eau calme. Et puis j'ai senti sa main s'échauffer soudain au contact de ma bague, avant qu'il ne recule rapidement, la recouvrant d'une toux. À ce moment-là, Jen était sûre. La créature devant moi n'était pas Gerald Winters. Et le vrai Gerald, s'il était encore en vie, devait être retrouvé rapidement. Le petit Timothy était en danger de mort, vivant sous le même toit qu'un ancien prédateur, une créature qui envisageait probablement déjà de lui faire son prochain repas. Je devais agir avec une extrême prudence. Les changeurs de peau sont rares, anciens et mortels. Ce ne sont pas seulement des prédateurs, ce sont des survivants. Et celui-ci avait choisi une couverture parfaite, un père célibataire dans une petite ville où personne ne remettrait en question un comportement un peu étrange attribué au chagrin. La chasse avait commencé. Et je savais que ce serait l'un des moments les plus dangereux de ma vie. Jai fait semblant de ne pas remarquer la fausse réaction de Gerald Winters face à ma bague en argent. Des années de chasse aux créatures m'ont appris que révéler des connaissances trop tôt est fatal. Jai acceptait son invitation à entrer, observant chaque détail de la maison. Cela semblait tout à fait normal, des photos de famille sur les murs, des jouets rangés dans des paniers, l'odeur du dîner fraîchement préparé qui s'échappait de la cuisine. Mais il y avait quelque chose de subtil dans l'air, une odeur presque imperceptible que mon nez exerçait à capter. Une odeur d'humidité et de pourriture, trop faible pour être remarquée par les gens ordinaires. Alors que nous parlions dans le salon des supposés incidents de quartier, j'étudiais ces mouvements. Les changeurs de peau sont presque parfaits dans leur imitation, mais il y a de petits détails qui les trahissent. La créature devant moi clignait moins souvent des yeux qu'un humain normal. Ses mouvements étaient trop fluides, comme si chaque geste était répété. Et parfois, quand il pensait que je ne regardais pas, il inclinait légèrement la tête d'une manière qui lui rappelait plus un reptile curieux qu'un homme réfléchi. Timothy est apparu dans la pièce, revenant de l'école. Le garçon d'environ 8 ans s'est arrêté lorsqu'il m'a vu, ses yeux s'écarquillant légèrement. J'ai immédiatement remarqué la peur dans ses yeux lorsque le faux père a posé sa main sur son épaule. Ce n'était pas la peur naturelle d'un enfant face à un étranger en costume, c'était quelque chose de plus profond, de plus viscéral. Le garçon savait, à un certain niveau, que ce n'était pas la main des hommes véritables pères. Le faux Gérald a envoyé son fils dans sa chambre pour faire ses devoirs. Alors que le garçon montait les escaliers, il m'a regardé une dernière fois, ses yeux implorant de l'aide. J'ai dû retenir l'envie d'agir immédiatement. Les retombées seraient désastreuses, je devais localiser le vrai Gérald avant d'affronter la créature, s'il était encore en vie. J'ai continué l'entretien, en posant des questions nonchalamment sur la routine de la famille, depuis combien de temps il vivait là et s'il avait remarqué quelque chose d'étrange récemment. À un moment donné, j'ai mentionné un cas similaire, dans un autre état où quelqu'un s'était fait passer pour quelqu'un d'autre. Le faux Gérald se tendit pendant une fraction de seconde, son cou se tendit d'une manière impossible pour les muscles humains. J'ai terminé la visite en laissant ma fausse carte et en mentionnant que je reviendrais le lendemain pour quelques questions supplémentaires. Alors que je me dirigeais vers la porte, Jay volontairement trébuché, renversant quelques papiers et profitant de l'occasion pour placer discrètement un petit dispositif de repérage sous la table du hall. La créature était visiblement soulagée de mon départ, mais ses yeux me suivirent avec une intensité animale jusqu'à ce que la porte se ferme. Je suis retourné à ma voiture garée de l'autre côté de la rue, d'où j'avais une vue dégagée sur la maison. Les heures passèrent. La lumière dans la chambre de Timothy s'est éteinte vers 9 heures. 1 heure plus tard, les lumières du rez-de-chaussée se sont également éteintes. J'ai attendu encore 1 heure, immobile, à regarder. Puis, juste après minuit, la porte arrière s'est ouverte silencieusement. Le faux Gérald sortit, regardant dans toutes les directions avant de bouger. Il n'était plus habillé comme un comptable discret, mais vêtu de vêtements sombres et pratiques. Mon détecteur de localisation a commencé à clignoter sur le tableau, de bord de la voiture. La chasse avait commencé. J'ai suivi la créature de loin alors qu'elle se dirigeait vers la forêt entourant la partie nord de la ville. Le changeur de peau se déplaçait avec une agilité surhumaine entre les arbres, grimpant de temps en temps pour vérifier s'il était suivi. Ma formation m'a permis de garder une distance de sécurité sans le perdre de vue. Après presque 1 heure passée à s'enfoncer de plus en plus profondément dans la végétation dense, il arriva à une formation rocheuse. Pour un île non averti, il n'y aurait rien de spécial là-bas, juste des rochers moussus.
Mais le faux Gérald s'approcha d'une crevasse presque invisible entre deux gros rochers et se glissa à l'intérieur. Jai attendit quelques minutes avant de m'approcher. La fissure était plus large qu'il n'y paraissait, menant à un tunnel naturel descendant. L'odeur qu'il avait légèrement détectée dans la maison était bien plus forte ici, une pourriture organique mélangée à quelque chose de plus étranger. Quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Jai allumait ma lampe de poche tactique à faible luminosité et je suis descendu, ma main droite serrant fermement le couteau en argent. Le tunnel menait à une grotte naturelle qui avait été modifiée. Les murs étaient recouverts d'une substance, visqueuse semi-translucide qui pulsait légèrement, émettant une faible lumière verdâtre. Au centre se trouvait une structure qui défiait l'entendement humain, quelque chose entre un nid et un autel. Construite à partir de bâtons, d'os d'animaux et de la même substance visqueuse que les murs. Et là, piégé au fond de la grotte, se trouvait Gerald Winters, le vrai, ou ce qu'il en restait. Son corps était partiellement enveloppé par la même substance que les murs, ne laissant exposer que son visage et une partie de sa poitrine. Ses yeux étaient ouverts mais opaques, et des tubes organiques dépassèrent de son corps, le reliant au reste de la structure. Avec horreur, Jai réalisait que la créature ne l'avait pas tué, elle le maintenait en vie, extrayant non seulement sa forme physique, mais aussi ses souvenirs, ses émotions, tout ce qui faisait de lui ce qu'il était. Le bruit des roches sans mouvement m'a alerté, la créature revenait. Je me suis rapidement caché derrière une formation rocheuse. Le faux Gérald est entré dans la grotte avec quelque chose, un sac lourd qui faisait couler un liquide sombre sur le sol. D'un mouvement fluide, il déposa le sac près du nid central et commença à déballer son contenu, des morceaux de viande crue, certains provenant clairement d'animaux de la forêt, d'autres. Jai préférait ne pas penser à leur origine. C'est alors que la véritable nature de la créature se révèle. Son corps commença à se contorsionner et à se distendre de manière impossible. La peau humaine se déchira comme du papier mouillé, révélant une créature qui semblait tout droit sortie des cauchemars les plus sombres. C'était vaguement humanoïde, mais avec des membres supplémentaires qui se terminaient par des griffes acérées. Sa peau était un mélange d'écailles et quelque chose ressemblant à de la chitine, et son visage. Là où il aurait dû y avoir des yeux, un nez et une bouche humains, il n'y avait qu'une série de trous palpitants et de mâchoires qui s'échevauchaient. La créature a entamé un rituel macabre, déposant des morceaux de chair dans différentes parties du nid tout en émettant des grésillements et des cliquetis. Jai réalisait qu'il ne se nourrissait pas seulement lui-même, mais aussi toute la structure organique de la grotte. Cela expliquait pourquoi le vrai Gérald était toujours en vie. Il était une source continue d'informations, maintenu dans un état végétatif, pendant que la créature se nourrissait de son essence. Je savais que je devais agir maintenant. S'il attendait plus longtemps, la créature terminerait son rituel et retournerait probablement à la maison plus près de Timothy. D'un mouvement silencieux, j'ai préparé mon couteau en argent et une fiole d'eau bénite. Les changeurs de peau sont des créatures anciennes, dotées de pouvoirs qui dépassent notre compréhension, mais qui ont des faiblesses. Silver perturbe leur capacité à se transformer, les forçant à rester sous leur véritable forme répulsive. L'eau bénite affaiblit la substance organique qu'ils utilisent pour construire leur nid. Je sortis de ma cachette et jetai la fiole d'eau bénite directement sur la substance visqueuse qui recouvrait les murs. L'effet fut immédiat, un sifflement aigu emplit la grotte, tandis que la substance se tordait et fumait. La créature se tourna vers moi, ses multiples mâchoires s'ouvrant dans un cri inhumain qui se répercuta sur les parois de la grotte. Elle s'est jetée sur moi avec une vitesse surnaturelle. Je l'ai évité de peu, sentant le déplacement de l'air alors que ses griffes s'approchèrent de mon visage. La créature était rapide, mais j'avais l'avantage de connaître son point faible. J'ai retourné le corps, et j'ai réussi à lui couper un membre avec le couteau en argent. Un liquide noir et visqueux jaillit de la blessure tandis que la créature hurlait de douleur. La bataille qui suivit fut brutale et chaotique. La créature attaquait sans cesse, utilisant ses multiples membres pour tenter de me piéger contre les parois de la grotte. Chaque fois qu'il parvenait à la frapper avec le couteau, en argent, son corps se tordait de douleur. La substance organique sur les parois commença à bouger, comme si la grotte entière était un organisme vivant réagissant à la douleur de sa création. Dans un mouvement désespéré, la créature m'a frappé à l'épaule avec une de ses griffes, déchirant profondément ma chair. La douleur a été immédiate et intense, mais l'entraînement m'a permis de rester concentré. Jai profitait de la proximité pour plonger le couteau dans ce qui semblait être le centre vital de la créature, une masse palpitante dans sa poitrine qui ressemblait vaguement à un cure.
Le cri qui a suivi était celui d'une agonie transcendantale, comme s'il provenait non seulement de cette forme physique, mais de quelque part au-delà de notre réalité. La créature se contracta violemment, son corps commençant à fondre et à se décomposer en un temps accéléré. La substance sur les murs a réagi de la même manière, se décollant et se dissolvant en flaques de matière gluante fumante. La créature étant morte, toute la structure organique de la grotte commença à s'effondrer. Jai courut vers le vrai Gérald, toujours coincé au fond de la grotte. Les tubes organiques qu'il reliait au nid s'étaient contractés et brisés avec la mort de la créature. Son pouls était faible, sa respiration à peine perceptible, mais il était vivant. Jai coupait les derniers liens organiques qui le retenaient, et je les portais sur mes épaules. Le plafond de la grotte commençait à s'effondrer, des morceaux de roche et de matière organique en décomposition tombant autour de nous. Le chemin du retour à travers le tunnel semblait interminable, avec Gérald pesant sur mes épaules et ma propre blessure lancinante douloureusement, épuisant mes forces à chaque pas. Nous avons finalement atteint la sortie, émergeant dans la forêt sombre tandis que l'entrée de la grotte s'effondrait derrière nous dans un fracas sourd. Jai soigneusement plaçait Gérald sur le sol et vérifiait ses signes vitaux. Il était déshydraté, sous-alimenté et dans un état de choc profond, mais ses pupilles réagissaient à la lumière de la lampe de poche. Il y avait de l'espoir. Jai sortit mon téléphone portable de ma poche et j'ai appelé Mike. Je n'avais pas besoin d'expliquer grand-chose. Des années de partenariat dans des domaines surnaturels l'avaient préparé à des appels comme celui-ci. Il envoyait une ambulance à un point précis à la lisière de la forêt, sans question ni documents officiels. Et puis, il se rendrait directement à la maison des Winters pour s'assurer que Timothy était en sécurité. Pendant que nous attendions de l'aide, le vrai Gerald Winters a brièvement ouvert les yeux. Son regard flou rencontra le mien, et pendant un instant je vis en lui la terreur absolue de quelqu'un qui était piégé dans un cauchemar vivant depuis des semaines, conscient comme une créature utilisait sa forme, sa vie, son fils. Je lui ai tenu la main et j'ai promis que c'était fini, que Timothy était en sécurité. Je ne sais pas s'il a compris mes paroles, mais il a semblé se calmer avant de retomber dans l'inconscience. La lune commençait à descendre sous l'horizon. L'aube allait bientôt se lever, apportant un nouveau jour à Millfield. Un jour où une famille aurait la chance de reconstruire, alors qu'au fond de la forêt, quelque chose d'ancien et de maléfique ne se cachait plus. La chasse était terminée, mais les cicatrices visibles et invisibles resteraient à jamais. 3 semaines se sont écoulées depuis cette nuit dans la forêt. Le vrai Gerald Winters est resté à l'hôpital pendant 10 jours, se remettant physiquement de sa captivité. Les médecins ont diagnostiqué une malnutrition sévère, une déshydratation et une série de blessures inexpliquées que j'ai classées dans le rapport comme résultant de la captivité due à une criminelle inconnue. La version officielle, soigneusement construite par Mike et moi, impliquait un ravisseur qui avait tenté de prendre la vie de Gerald en main. Aucune mention de créatures métamorphes ou de nids organiques palpitants. Le monde n'est pas prêt à admettre de telles vérités. Les blessures physiques de Gerald ont guéri relativement rapidement. Mais les blessures psychologiques sont une autre histoire. Comment expliquer à un homme qu'une créature ancienne a utilisé son corps comme modèle, a vécu sa vie, a dormi dans son lit et, ce qui est le plus inquiétant, a vécu avec son fils pendant des semaines? Les séances avec les psychiatres, l'une des rares personnes de la ville à connaître la face cachée du monde, ont aidé. Mais le chemin serait long. Le regard hanté dans ses yeux lorsque Jai mentionnait le changeur de peau m'a fait réaliser qu'une partie de lui se souvenait de tout ce qui s'était passé pendant qu'il était captif. Timothée, à son tour, a fait preuve d'une résilience surprenante. Les enfants sont souvent plus adaptables que les adultes face au surnaturel. D'un certain point de vue instinctif, il avait toujours su que cette créature n'était pas son père. Les petites incohérences qu'un adulte rationaliserait, un enfant les perçoit comme fondamentalement fausses. Quand j'ai subtilement demandé comment il avait remarqué la différence, Timothy a simplement répondu les yeux n'étaient pas corrects. Pas seulement le changement physique dont il avait parlé à ses collègues, mais quelque chose de plus profond, l'absence de cette étincelle unique de reconnaissance qu'un père reçoit lorsqu'il regarde son fils. La grotte forestière était complètement scellée. Mike a organisé une opération discrète, déguisée en confinement environnemental en raison d'une fuite toxique. Des tonnes de béton ont été coulées dans l'entrée effondrée. Ce qui restait, de la créature et de son nid était enfoui sous la roche et le béton pour ne plus jamais être dérangé. Pourtant, lors des nuits blanches, je me demande si c'était vraiment le seul du genre dans la région. Les changeurs de peau sont rares,
mais rarement solitaire. Ma propre blessure à l'épaule a laissé une cicatrice impressionnante, 3 marques parallèles, qui semblaient presque cérémoniales. La blessure était plus profonde que je ne l'avais initialement jugée, et une infection particulière s'était développée au cours des premiers jours. Le médecin qui m'a soigné, également au courant des créatures que je chasse, identifiait des traces d'une toxine inconnue sur les bords de la plaie. Après un traitement agressif avec des antibiotiques et quelques herbes rares que je garde dans mon arsenal, l'infection s'est atténuée. Mais la sensibilité de la zone restait, un rappel physique constant de cette nuit dans la grotte. Par un après-midi pluvieux de novembre, j'ai reçu la visite de Gérald et Timothy dans mon magasin d'antiquités. C'était la première fois que Gérald quittait la maison pour autre chose que des rendez-vous médicaux. Son visage était plus mince, avec de nouvelles rides d'expression qui n'existaient pas auparavant, mais ses yeux avaient retrouvé un peu de leur vie. Timothy lui tenait fermement la main, comme s'il craignait que son père ne disparaisse à nouveau. Gérald voulait vous remercier en personne. Nous étions tous les trois assis à l'arrière du magasin, buvant du chocolat chaud tandis que la pluie tambourinait contre les vieilles fenêtres. Le silence entre nous était rempli de compréhension mutuelle, les mots seraient insuffisants pour décrire ce que nous avions partagé. Timothy a finalement été distrait par quelques objets curieux sur les étagères, nous laissant momentanément seuls. C'est alors que Gérald m'a remis une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait une montre de poche antique en plaqué, argent avec des sculptures complexes représentant des constellations. Il appartenait à son grand-père, un objet familial qui avait survécu à des générations. Un talisman de gratitude, mais aussi de reconnaissance, il savait désormais que le monde était plus grand et plus dangereux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et il voulait que j'aie quelque chose pour me protéger dans les heures sombres qui viendraient inévitablement. Jai acceptait le cadeau avec la solennité qu'il méritait. À ce moment-là, Jai vit dans les yeux de Gérald qu'il avait franchi un seuil sans retour. Il appartenait désormais au petit groupe de personnes qui avaient entrevu ce qui se cache au-delà du voile de la réalité ordinaire. Des gens marqués, changés à jamais par la connaissance. Avant leur départ, Jai discrètement remit à Gérald un petit sac en cuir contenant du sel consacré et un petit poignard avec un manche en argent. Jai brièvement expliquait comment les utiliser, en espérant qu'il n'aurait jamais besoin de ses connaissances. Jai également plaçait une amulette protectrice autour du cou de Timothée, un simple disque d'argent gravé de symboles anciens. Le garçon l'examina avec une curiosité enfantine, sans comprendre son véritable but. Dans les mois qui suivirent, je restais en contact régulier avec les Winters. Gérald a lentement reconstruit sa vie, retournant au travail et trouvant une nouvelle routine avec Timothy. Parfois, il m'appelait tard dans la nuit, après des cauchemars particulièrement vifs dans lesquels il était toujours enfermé dans cette grotte. Jai écoutait patiemment, comprenant mieux que n'importe quel thérapeute ce à quoi il avait été confronté. Ma propre vie a continué son cours inhabituel. L'antiquaire pendant la journée, les créatures chassent quand c'est nécessaire. Le cas du changeur de peau a rejoint les nombreux autres dans mon journal personnel, un tome épais, relié en cuir où j'enregistre chaque rencontre, chaque créature, chaque méthode pour les vaincre. Un héritage pour celui qui me succédera, car je sais que cette guerre contre les ombres est éternelle. Un après-midi de printemps, environ 6 mois après l'incident, Timothy est venu seul dans mon magasin. Gérald l'attendait au café de l'autre côté de la rue, lui laissant quelques minutes d'intimité avec moi. Timothy semblait plus âgé, plus sérieux. De sa poche, il sortit un dessin soigneusement plié. C'était une représentation enfantine, mais d'une précision troublante de la véritable forme du changeur de peau. Les membres multiples, les mâchoires qui se chevauchent, les trous pour les yeux, le tout capturé au crayon, avec une précision troublante. Le garçon expliqua qu'il avait vu la créature une fois, brièvement, alors qu'elle pensait qu'il dormait. J'avais gardé cette image avec moi tout ce temps, incapable de la partager avec qui que ce soit d'autre que moi-même. Je lui ai demandé s'il faisait des cauchemars à ce sujet. Timothée secoua la tête. Pour lui, dessiner la créature était une forme de contrôle, de transformation de la terreur en quelque chose de tangible, qui pouvait être plié et conservé dans sa poche. Jai acceptait le dessin et j'ai promis de le conserver en lieu sûr. Lorsque le garçon est parti rencontrer son père, j'ai ajouté le dessin à mon journal, aux côtés de mes propres descriptions du changeur de peau. Le point de vue d'un enfant pouvait contenir des détails qui échappaient même à mes yeux exercés. À la fin de cet été, les Winter ont déménagé dans une autre ville. Un nouveau départ nécessaire, loin des souvenirs qu'évoquait chaque recoin de Millfield. Avant leur départ, Gérald m'a rendu visite une dernière fois. Il était plus fort, plus résolu.
l'homme brisé que j'avais sorti de cette grotte avait trouvé une nouvelle source de détermination. Protéger Timothée, vivre pleinement la vie qui lui avait presque été volée, tels étaient désormais ses objectifs inébranlables. Cependant, il était aussi devenu une sentinelle. Alors que nous nous disions au revoir, il m'a parlé des recherches qu'il avait menées en secret, découvrant le monde caché qui s'était révélé à lui de la manière la plus brutale possible. Il ne serait jamais un chasseur comme moi, mais il était devenu un observateur attentif, quelqu'un capable d'identifier les signes et d'alerter quelques personnes comme moi si nécessaire. Avant de partir, Gérald m'a posé une question que beaucoup, avant lui, s'étaient posé: comment pourrais-je continuer, sachant ce que je sais, voyant ce que je vois? Comment ne pas devenir fou en sachant que d'anciens prédateurs se promènent parmi nous, portant des visages humains comme masques? Ma réponse a été la même que je donne toujours, c'est précisément parce que je sais qu'ils existent que je ne peux pas m'arrêter. Chaque créature que je détiens représente des familles qui ne seront pas détruites, des vies qui ne seront pas usurpées, des enfants qui ne perdront pas leurs parents à cause de monstres dont la plupart ne croient même pas à l'existence. C'est un lourd fardeau, mais quelqu'un doit le porter. Parfois, je reçois encore des cartes postales de différents endroits. Pas d'expéditeur, pas de message, juste une petite marque dans le coin inférieur, un symbole que j'ai appris à Gérald, un signe entre les sentinelles. C'est suffisant pour me faire savoir qu'ils vont bien, qu'ils ont survécu non seulement physiquement mais aussi à la terrible vérité sur notre monde. Quant à moi, je continue ma veillée à Millfield. Le magasin d'antiquités prospère, attirant les collectionneurs de pièces rares et curieuses. Peu de clients remarquent les symboles de protection subtilement gravés dans les encadrements de portes, ou le fait que bon nombre des objets que je vends ont des propriétés qui vont au-delà du simple aspect décoratif. Encore moins se rendent compte que leur propriétaire disparaît parfois pendant des jours, revenant avec de nouvelles cicatrices et un regard hanté. La montre de poche de Gérald m'accompagne désormais à chaque chasse, un rappel constant que le temps est précieux et limité. En tant que chasseur, j'ai appris il y a longtemps que chaque battement de cure pouvait être mon dernier et que chaque respiration était un privilège. Le changeur de peau n'était qu'une des nombreuses créaturesques que j'ai affrontées, et ce ne sera certainement pas la dernière. Alors que j'écris ces lignes dans mon journal, la pleine lune illumine le ciel nocturne devant ma fenêtre. En bas, les enchantements protecteurs de la boutique bourdonnent doucement, une barrière invisible contre des forces que la plupart des gens préféreraient ignorer. Demain sera un autre jour d'apparente normalité, évaluer des antiquités, parler aux clients, sauver les apparences. Mais quand la nuit reviendra, je serai vigilant, parce que je sais mieux que quiconque que tout ce qui porte un visage humain et n'est pas vraiment humain. Et que parfois ce sont les yeux des enfants qui voient en premier la vérité, même si personne d'autre ne les croit. Je m'appelle Jake Aragon. Je ne suis ni policier, ni détective, ni agent du gouvernement. Je suis un chasseur, et les ténèbres sont toujours pleines de proies.